Chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes au CM Anne Mariste, donc avec la principale de ce collège d'enseignement moyen, donc public, qui fait partie de l'IF de Grand Dakar, n'est-ce pas? Madame Aïssata Sall, elle s'appelle. Bonjour, principale. Bonjour, monsieur Sarr. Donc, merci de nous avoir invités au niveau de cette émission Entretien hebdomadaire. Ok, merci à vous de nous avoir reçus dans votre établissement. D'accord. Donc, cet établissement qui existe depuis quand? Depuis 2015. Depuis 2015. C'est une nouvelle création. Ok, et vous êtes la première... Je suis la première principale de cet établissement. Bon, au début quand même, tout au début, nous avions commencé au niveau de l'école japonaise, puisqu'on était en train de construire cet établissement. C'est parce qu'il y a eu un problème d'effectif au niveau des autres CM qui sont autour dans cette zone. C'est ce qu'il avait expliqué. Donc, il fallait coûte que coûte créer un autre collège pour désengorger. Okay. On a démarré avec 2 classes de 6e. Et c'est au mois d'avril, concrètement, qu'on a intégré les nouveaux locaux ici. Alors, chers téléspectateurs, on a choisi cette période de vacances du premier trimestre, n'est-ce pas? Donc, pour venir voir Madame la principale, mais c'est aussi pour parler donc de cette situation de pandémie, comment les établissements d'enseignement moyen gèrent cette pandémie, donc, et surtout par rapport à tout ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, vous commencez à vous habituer avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. Effectivement, puisque il faut dire que cette année, on a démarré presque un mois après, donc l'ouverture normale. Okay. Donc on a commencé au mois de novembre, dû au fait qu'on avait décalé un peu donc les examens, les cours à cause de la pandémie. Aujourd'hui, que pouvez-vous dire de vos élèves, de vos enseignants? Ils sont carrément dedans ou bien il y a toujours des problèmes? Non, il faut dire que quand même c'est un contexte particulier cette année. Puisque nous sommes en train non seulement de gérer la pédagogie, de gérer aussi la pandémie. Et la pandémie va avec la prise en compte de certaines mesures. Certaines mesures et du reste n'est pas très facile à gérer quotidiennement. Okay. Mais on est obligé quand même puisque nous devons travailler en même temps gérer cette pandémie. Ok. Et sur le plan pédagogique, depuis le début de l'année jusqu'à présent, comment ça progresse? Bon, ça se passe normalement, mais il faut dire quand même qu'on a eu à faire des révisions. Donc on a commencé au mois de novembre, jusqu'en fin décembre, on était en train quand même de faire des révisions, d'installer les compétences qu'on aurait dû voir l'année précédente. Donc on l'a fait, c'est au retour au mois de janvier quand même qu'on a eu à commencer le nouveau programme. Okay. Par rapport aux élèves avec des progressions harmonisées. Quand même, il faut dire quand même les autorités ont eu à prendre des mesures par rapport à ça. Ils ont revu le programme et il y a certaines leçons quand même qui ont dû être supprimées, plus ou moins économisées pour permettre quand même de pouvoir être dans le bain au niveau de cette année. Ok, oui, parce que ça fait partie donc des enseignements qui ont été tirés de la période donc de l'année dernière, la gestion de la Covid durant l'année dernière. Et aussi donc, les révisions vont avoir un impact puisqu'on devait commencer au mois d'octobre d'habitude avec le nouveau programme. Mais il fallait quand même, avant d'entrer dans ce nouveau programme, de pouvoir quand même installer certaines compétences pour pouvoir faire des révisions, pour pouvoir entamer le nouveau. Globalement, donc, ce qui a été enlevé de ce programme, est-ce que c'est beaucoup de... C'est pas très costaud. Dans la mesure où il y a certaines matières comme les mathématiques, tout va être fait. Mais on a dit aux professeurs quand même, ils ont la possibilité de voir ce qui était dans le programme ancien, parce qu'il y a des choses, ça s'enchaîne. Donc il faudrait quand même installer ces compétences-là pour pouvoir entamer le nouveau programme. Mais le feedback que j'ai eu avec les professeurs, avec les progressions harmonisées, bon, ils n'ont pas... j'ai pas entendu quand même quelque chose qui peut vraiment être un obstacle. Plus ou moins, ça peut être quand même parce que les élèves n'ont pas eu à faire normalement le quantum normal. Normalement, le programme normal. Okay. Donc, ils ont dû aussi venir
avec des lacunes entre guillemets. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur le déroulement. Puisque le temps que le professeur va faire pour dérouler certaines leçons, ça peut avoir un impact. Là, vous êtes à combien d'évaluations, combien de devoirs? Donc, on a fait un devoir standardisé déjà et on prépare le deuxième. Donc, avant, tout juste au retour des fêtes, il y a le deuxième devoir. Sans tenir compte maintenant que le professeur, les cellules internes peuvent faire des devoirs. Mais on aura 2 devoirs standardisés et une composition et le calendrier est déjà disponible. Les compositions, c'est prévu pour quand? Au mois de mars, ça débute donc au niveau de la première quinzaine du mois de mars. Et avec les évaluations, parce que les évaluations communes, il y a certains enseignants qu'on a rencontrés aussi et qui parfois déplorent cela parce qu'ils se disent que les évaluations communes, les moments choisis pour ça, c'est des moments perdus aussi parce que c'est des moments qui auraient dû être utilisés pour les cours. Donc évidemment, je pense que dans toute chose, il y a ses avantages et ses inconvénients. Parce que un des avantages des évaluations standardisées, c'est un baromètre en fait. Ça nous permet quand même de savoir qu'on est quand même au niveau de ce qui se fait, au niveau des standards, donc soit régional ou national. Maintenant, ce qui est un peu les contraintes, en fait, ça peut prendre du temps effectivement. Puisque d'habitude, les évaluations standardisées, c'est 1 semaine de perdu ou 2 semaines, 1 semaine plus ou moins de perdu. Et pourquoi aussi nous le sentons, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de classe. Par exemple, nous, quand nous programmons des devoirs standardisés, on est obligé de libérer 2 niveaux. Si ce 6e, 5e, les 4e, 3e ne fonctionnent pas pour pouvoir dérouler ces évaluations correctement et en même temps. Donc, vous êtes à combien de salles physiques ici? Donc voilà, on a 8 salles physiques et 11 pédagogiques. Avec tout ce qu'il y a comme surface? C'est ça, mais on a demandé quand même qu'il y ait une construction. On a écrit donc des correspondances à la direction de la construction scolaire, puisqu'on s'est rendu compte quand même que la demande est très forte dans cette zone. Puisque le collège, c'est le seul collège public au niveau des Maristes. Et chaque année, c'est des demandes à n'en plus finir qu'on ne peut pas satisfaire. Et ça entraîne aussi des effectifs pléthoriques. Parce que dans des salles où vraiment c'est 80 et plus, ça commence à être difficile à gérer. Et les classes aussi ont des capacités d'accueil. Surtout avec la pandémie. La pandémie, le protocole sanitaire. C'est très difficile, effectivement. Donc c'est ça, un des problèmes aussi, c'est les effectifs pléthoriques qu'il faut gérer. Essayer de voir comment respecter dans la mesure du possible la distanciation. Ça aussi, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, surtout si on n'a pas assez de tables-bancs. Déjà, les tables-bancs, vous en êtes où? Bon, les tables-bancs, nous quand même, on a eu une expérience avec l'IA de Dakar, avec l'ADEM, avec la direction de l'équipement scolaire, qui sont venus ici nous renforcer. Et c'est devenu une culture dans l'établissement. Chaque année quand même, nous recevons des dotations au niveau de l'IF. Mais ce n'est pas très suffisant puisque les tables quand même, c'est quelque chose qui ne dure pas à l'usure. Donc, mais nous quand même, à chaque année, on essaye quand même de faire la maintenance des tables-bancs et on s'est rendu compte que c'est un avantage pour nous. Alors, non seulement ça nous permet de ne pas avoir un stock de tables on ne peut pas le gérer, on n'a pas d'espace. Et aussi, ça nous permet de gérer le déficit de tables-bancs. Alors, chers téléspectateurs, j'en profite pour saluer Madame Dadoba, qui est au niveau donc de l'IA de Dakar et qui est le référent de ADEM Dakar, donc au niveau de l'IA de Dakar. Avec elle, nous avons eu à venir ici avec notre principal, Aïssata Sall, Madame Aïssata Sall. Feu Bekay Diop. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances donc, au ministre de l'Éducation nationale, à sa famille et à toute la communauté. Donc, nous sommes venus ici, il y a eu une initiative qu'elle a commencé avec Madame Dadoba. Donc une initiative qui consiste à chaque rentrée scolaire, donc à inviter les parents d'élèves et les élèves donc, du gouvernement scolaire et tous les élèves et voir ensemble
quels sont les tables bancs qu'on peut récupérer et le faire donc avec toute cette communauté-là. C'est ça, et je profiterai de l'occasion pour dire qu'avec ADEM aussi, nous avons reçu cette année du matériel de maintenance. Donc ça, c'est venu renforcer donc, ce que nous avions ici au niveau de l'établissement. Okay, donc c'est une initiative qui serait bien donc, de partager dans tous les établissements donc, du Sénégal. Donc on va revenir à la gestion de cette année scolaire. Beaucoup de chefs d'établissement sont en train de pleurer actuellement, entre guillemets. Ouais. Donc, parce que, en plus de ces effectifs-là... C'est ça, aussi, il faut avoir un budget de gestion. Le budget, c'est là où je voulais en venir. De cette pandémie. Ouais. Et aussi, quotidiennement, il faut faire respecter ces mesures barrières. Il faut installer, sensibiliser. Donc, c'est quelque chose avec. Heureusement, quand même, on a été appuyé. Parce qu'il faut le dire, la ville de Dakar nous a appuyé en termes de masques, l'IA de Dakar, l'IF de Grand Dakar. Donc nous recevons donc des dotations. Mais aussi, ce qui est déterminant, au niveau de nos budgets, même la structuration de nos budgets a changé cette année. Parce que le focus quand même, c'est de se focaliser sur la pédagogie, mais surtout sur comment gérer cette pandémie. Donc ça aussi, il y a beaucoup d'activités qui ont été mise en réserve, puisqu'on sait que peut-être que les mesures ne permettront pas de les réaliser. Donc on les a quand même mis un peu donc, en veille. Et maintenant, on se focalise sur le pédagogique qui ne peut pas manquer, mais en plus sur comment, au-delà de ce que nous avons reçu comme dotation, comment maintenant assurer les gestes barrières, et surtout l'entretien. Okay. Parce que nous, actuellement, on est en vacances, mais il faudrait, avant le retour, essayer quand même de voir comment entretenir les classes, les bureaux, essayer de désinfecter, donc régulièrement. Donc, c'est des choses que nous faisions, mais on va aussi accentuer cela. Donc, justement, la vie à l'école pendant la Covid. C'est ça. Est-ce que le mode est-ce que ça a changé? Ça a changé un peu déjà concernant les emplois du temps, parce qu'on était obligé, quand il y a eu les mesures restrictives, notamment le couvre-feu, avec notre inspecteur qui nous a suggéré quand même de revoir un peu, si on pouvait descendre un peu les horaires, puisque les enseignants, les élèves qui devraient rentrer, si on reste jusqu'à 17h et plus, ils risquent d'avoir des difficultés pour rejoindre. Okay. Donc en fonction des réalités, les pauses que nous avions, parce que plus ou moins, ce réaménagement quand même ne va pas trop impacter sur le temps d'apprentissage, plus ou moins, puisqu'on avait des pauses d'une heure de temps, on l'a réduit peut-être à 30 minutes. Donc même si on a retouché parfois, c'est des 10 minutes, des 15 minutes, pour permettre quand même, au lieu de descendre à 17h, on peut descendre à 15h ou à 16h. Okay. Donc c'est pour permettre quand même au personnel, aux élèves de pouvoir rentrer tranquillement, vu les mesures. Okay. Autre élément aussi, c'est ce qui a changé aussi, c'est on mène des sensibilisations. On est toujours derrière les élèves pour leur dire de porter les masques dans la classe, dans la cour, de respecter, de se laver les mains. C'est pas évident aussi. Oui, parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Ils se disent que au niveau des établissements, il y a un relâchement total par moment. Donc, est-ce que vous, chez vous, est-ce qu'il y a ça ou est-ce que relâchement? Bon, c'est des gestes. Que les regroupements qu'on interdit pas dans évident, les classes, comme dans la cour pendant la pause. Donc, les élèves qui enlèvent leur masque. Donc, même au niveau de l'administration et des enseignants. Donc, c'est déploré également des enseignants et des surveillants qui ne respectent même plus donc, ces gestes barrières-là. Donc, vous savez que puisque ça tire en longueur, c'est normal qu'il y ait des défections que plus ou moins. Mais nous, en tant qu'administration, c'est pour ça que c'est difficile. Les élèves, naturellement, donc, mais quand ils sortent, ils ont tendance à se regrouper. C'est des enfants qui sont un peu insouciants. Il faut être derrière ces élèves-là chaque minute pour leur rappeler ces gestes-là. Porter les masques, faites ceci, faites cela. C'est ça qui fait que maintenant, si on n'a pas un personnel, un grand nombre, ça risque d'être difficile. Donc c'est ça, généralement dans les établissements aussi c'est comme ça. Et au niveau de ce personnel, des surveillants, vous en avez suffisamment? Bon, généralement c'est des surveillants, mais aussi d'un personnel malade. La plupart du temps qui sont dans ces postes sédentaires-là.
Donc même s'ils travaillent, donc, parfois il y a des limites par rapport au travail. Bon, ce qu'il faut noter, c'est vrai, on en a, et aussi il y a un ratio qui est calculé, un surveillant pour 5 classes, si ce n'est pas pléthorique. Pléthorique, c'est à partir de 80. Donc, que si c'est pléthorique, un surveillant pour 4 classes. Mais dans la réalité, on se rend compte que le travail d'un surveillant est colossal. Donc, entre la gestion des notes, des absences, des retards, la surveillance. Donc, c'est sur le terrain qu'on se rend compte qu'on a besoin, on a besoin assez de personnel. Bon, si on se compare à la première phase, ça, quand on était là au mois de juin, c'est la ville de Dakar qui nous avait envoyé des volontaires, qui nous appuyaient dans la gestion de ces élèves-là. La Croix-Rouge aussi, on a eu la chance aussi d'avoir la Croix-Rouge qui nous aidait dans la désinfection. Mais actuellement, c'est avec notre propre personnel. Donc c'est vrai que c'est des personnels envoyés par le ministère, mais aussi il y a le personnel envoyé par la ville de Dakar. Le personnel de la ville de Dakar, il vient toujours? Oui, ce personnel, il est là, parce que si c'est un agent administratif, nous, on le convertit dans la surveillance. Oui, mais comme par rapport à l'année dernière... Non, les volontaires ne sont pas revenus. Parce que l'année dernière, que ce soit Dakar, que ce soit Pikine, Guédiawaye, ou même d'autres localités... un personnel d'appoint. Voilà. Mais cette année, on ne compte que sur nos personnels, j'ai dit. Oui, mais avec cette pandémie qui continue à prendre de l'ampleur, est-ce qu'on n'en est pas encore à un moment où il faut encore faire venir ce personnel-là on en demande, hein, puisque pour être derrière ces élèves-là, dans la cour, dans la classe, dans la récréation, pendant les récréations, on a besoin de personnel. Donc on a besoin du personnel dans les bureaux, puisqu'il y a un travail administratif à faire, et un personnel aussi qui est là, comme le faisaient les volontaires, devant les portes, dans la cour, etc. Ça vraiment, on souhaiterait, dans la mesure du possible, la venue de ces volontaires-là pour nous appuyer à bien gérer cette pandémie. Et donc, là, on en profite pour lancer encore un appel à toutes les collectivités locales et à leur association, l'association donc des maires et l'association des conseils départementaux aussi, parce que ce personnel est extrêmement important pendant cette période de pandémie. Et il serait bien que tous ces gens-là puissent revenir dans les établissements pour rappeler aux élèves donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, et aider surtout l'administration. Et aussi les femmes de charge. C'est important, puisque cette période-là aussi, parce que d'habitude, on faisait faire des groupes de balayage. Les élèves nous aidaient dans l'entretien. Et on s'est rendu compte, avec la pandémie, on s'est dit que c'était un peu risqué. Donc, on est obligé d'avoir des femmes de charge, certes, envoyées par la collectivité, mais parfois, nous sortons de nos moyens prévisionnel pour trouver d'autres femmes de charge qui nous aident dans l'entretien. Donc tout est devenu coûteux avec la gestion de cette pandémie. Donc c'est ça aussi. Bon. Mais puisque nous avons des ressources additionnelles, avec le CGE, on fait des priorités. Donc on s'est réunis, on a vu vraiment là où il fallait donc mettre le focus, et je pense qu'on va gérer autant faire ce pas. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au CM Mariste avec la principale, Madame Aïssata Sall. Madame Aïssata Sall, cette dame de fer qui est aussi syndicaliste, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes dans quel syndicat? Je suis au niveau de l'UDEN, Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Oui, avec Diallo et autres, donc on les salue au passage. Avec Abdourahmane comme secrétaire et général. Diallo. Et Diallo comme son secrétaire général, deuxième secrétaire général adjoint. Et vous occupez quel poste là-bas? Moi, je suis la secrétaire chargée des relations extérieures. Secrétaire chargée des relations extérieures de l'UDEN. De l'UDEN, oui. Donc, mais quand même, j'ai à avoir beaucoup de postes, parce qu'il faut dire que depuis 1998, je suis membre du bureau national de l'UDEN. Donc, j'ai occupé le département genre et équité. Et ça ne gêne pas un peu par rapport au poste de chef d'établissement? Qu'est-ce qu'on appelle gêne? Dans la mesure où quand même le syndicalisme, les syndicats c'est des partenaires sociaux. C'est des partenaires qui s'occupent de l'éducation. Même si nous occupons des intérêts matériels moraux des enseignantes et enseignants, nous sommes aussi des militants de l'école. Nous sommes là pour aider dans la réflexion, parce que ce n'est pas pour rien que le ministère, tout ce qu'il fait, donc essaye quand même d'impliquer
ces partenaires sociaux-là quand même qui du reste participent à la réflexion, participent aussi à mettre dans de bonnes conditions ses militants. Parce qu'un syndicat qui commence à construire des cités, qui commence à s'investir dans la mutualité, dans la mutualisation de santé, qui s'investit à renforcer les capacités de ses militants. Parce que moi aussi, je ne regrette pas, puisque quand j'ai été nommé chef d'établissement, je n'avais encore reçu aucune formation. C'est après peut-être que la formation est venue. Mais j'ai pu quand même démarrer avec les quelques compétences que j'ai pu avoir à travers le syndicat. J'ai été formé en management, en leadership, en communication, technique de communication. C'est des choses quand même que j'ai pu utiliser dès le début pour gérer cet établissement. C'est pour dire que nous sommes tous des militants de l'école. Il peut y avoir maintenant, en cas de revendication, c'est normal, qu'il y ait quand même des bras de fer. Il y a souvent, même en ce moment. C'est le dernier recours, ça il faut le comprendre. Un syndicat, quand il va en grève, c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas. Parce qu'avant d'aller en grève, il y a un préavis. Il y a un préavis qui est là. On demande à être reçu à la table de négociation. Donc il y a des négociations sectorielles aussi qui se font. On demande une audience au ministre. Tous les cas sociaux, tous les problèmes sont posés pour qu'on puisse le décanter avant qu'il y ait quand même un mouvement de masse. Mais on a posé la question parce que quand on représente l'autorité, c'est ça. Donc, et que l'on soit dans une position qui fait qu'on doit défendre également l'enseignant, et on sait que parfois les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais tout dépend là où on se situe. Quand je suis ici au niveau de l'établissement présentement, donc je suis chef d'établissement, il y a des obligations qui Alors c'est quoi le rôle déjà du chef de l'établissement quand il y a par exemple un mouvement du syndicat? Donc quand il y a un mouvement du syndicat, la première des choses c'est de faire la situation, de rendre compte à l'autorité. Parce que l'autorité aussi doit savoir que présentement, il y a combien d'enseignants sont en mouvement. Donc, on rend compte à l'autorité et aussi on essaye quand même, mais on n'entrave pas à la liberté des enseignants d'aller en grève. Parce que cette liberté aussi, elle est consacrée. Mais au moins, en tant que chef d'établissement, on doit prendre les décisions nécessaires. Parce qu'il peut arriver, même en cas de mouvement, qu'il y ait une insécurité. Il faut être là pour gérer, pour voir s'il faut libérer les élèves, s'il faut les maintenir, il faut rendre compte. Oui, et actuellement, on a vu que le climat social n'est pas trop stable au niveau de l'environnement scolaire. Aujourd'hui, quel est l'appel que vous lancerez aussi bien au gouvernement qu'au syndicat d'enseignants? Donc l'appel déjà, moi je me fonde sur les 5 priorités du ministère. Une des priorités, c'est l'apaisement du climat social. Donc, il y a aussi la promotion du dialogue social. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il y ait des conflits, des heurts entre travailleurs, syndicats et gouvernement. Donc, c'est pour cela que quand même, ceux qui sont là, ils essayent de prôner ce dialogue social, même au niveau déconcentré. Actuellement, au niveau de la base, le dialogue est entamé. Donc c'est pour quand même prévenir les conflits. L'appel qu'on veut lancer, qu'on essaye quand même, le gouvernement aussi, devrait satisfaire les revendications des enseignants. Parce que tout ce que les enseignants demandent le plus souvent, c'est le respect des accords. C'est des accords qui ont été signés et ça a trait la plupart du temps à la carrière des enseignants. Donc un enseignant, même s'il veut devenir un chef d'établissement, s'il n'avance pas, s'il son grade, s'il stagne, il ne peut pas compétir. Donc ça peut avoir des répercussions au-delà de ce que les gens pensent. Parce que d'habitude, quand on entend les syndicats parler, on pense que c'est pour des raisons pécuniaires. C'est vrai, mais c'est moins ces raisons pécuniaires-là. Parce qu'on peut être on peut avancer, rester des années, 5 ans, 10 ans, sans même être dans l'autre grade. Donc ça peut pénaliser l'agent. Donc au-delà de tout cela, l'appel que je lance quand même, qu'on essaye de faire la promotion de ce dialogue social et que aussi les autorités puissent faire en sorte de respecter les engagements, de respecter les accords. Les syndicalistes, c'est des patriotes, hein. C'est des patriotes. On peut le mesurer même pendant la pandémie. Effectivement. Pendant que toutes les personnes étaient restées chez eux,
ces enseignants ont bravé cette pandémie, sont retournés dans les lieux de travail tout en ayant des risques. Mais c'est parce qu'ils ont mis en avant l'intérêt des élèves, l'intérêt du Sénégal. Et ces syndicalistes enseignants-là n'ont pas intérêt à ce que le système n'avance pas. Paralysé. Parce qu'on ne peut pas, on a l'habitude de le dire, on ne peut pas scier donc la branche sur laquelle on est assis. S'il n'y avait pas d'école, on ne serait pas là, on ne serait pas enseignant, on ne serait pas syndicaliste. Mais c'est parce que le syndicalisme est là pour défendre donc les intérêts de ça. Mais on n'est pas en opposition, ne sommes pas des adversaires. Et je pense que le nouveau ministre, ces ministres-là l'ont compris. Parce qu'à chaque fois quand même, ils essayent de les appeler, de les consulter. Maintenant, le dernier mot le revient, ça il faut le reconnaître. Donc s'il s'agit d'ouvrir, de fermer, c'est à eux de prendre cette décision. Mais au moins, quand même, plusieurs fois, moi j'ai eu à participer à travers, par rapport à ces consultations-là. Ils consultent, c'est pour quand même essayer de prendre en compte certaines suggestions de ces syndicalistes. Donc voilà. Alors on en profite pour faire aussi un coucou donc, à tous les syndicalistes. Donc Saourou Sen du SAEMS qui a été le premier invité de cette émission. Donc il y a également Ndoye du QSEMS donc, qui a été avec nous à cette émission. Donc Diallo qui est l'adjoint donc du secrétaire général, voilà. Donc voilà, qui a été aussi notre invité et tous les autres invités également que nous recevrons donc ou qui nous recevront pour cet entretien hebdomadaire. Donc nous leur disons merci, merci de défendre les intérêts des enseignants et aussi les intérêts des élèves. Donc on arrive au terme de cette émission, chers téléspectateurs. On va permettre à notre invité de dire son dernier mot. Donc mon dernier mot, c'est de faire en sorte qu'on va vivre en présence du virus tout en prenant toutes les mesures barrières. Parce que quand même, l'école est là, l'école doit continuer à fonctionner. Mais quand même, il faudrait quand même qu'on puisse faire en sorte qu'on va essayer de respecter ces mesures. Je voudrais aussi insister, ce qui est important, sur la formation des enseignants. Puisque une des autres priorités du ministère, c'est le renforcement des capacités des enseignants. On en a besoin par rapport à ça. Pour avoir une éducation de qualité, il faudrait quand même que nous ayons un personnel de qualité, des enseignants bien formés et en quantité. Parce qu'il faut dire quand même, bon, on en pense souvent que Dakar n'a pas de besoin. Au contraire, Dakar a des besoins, surtout au niveau des filières scientifiques. Puisqu'on est au niveau du paquet, on parle de la promotion des sciences et de la technologie. Il faudrait quand même, pour pouvoir atteindre les objectifs à l'horizon 2025, qu'on puisse quand même avoir quand même ces enseignants dans ces filières, dans ces séries. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnel malade. Donc ça, même si de façon mécanique, en termes de nombre, on dit que l'école a le personnel suffisant, mais on ne tient pas compte du fait que le fait de la maladie de ce personnel-là, donc nous perdons toujours aussi par rapport au quantum. Donc on tient compte par rapport à ça. L'autre élément que je voudrais parler, c'est l'implication de la communauté. Parce que quand même, nous sentons, surtout les parents d'élèves. Les parents d'élèves, nous voulons une présence vraiment plus effective de la participation de ces parents d'élèves-là, surtout dans ce contexte de Covid. Nous voulons qu'ils viennent nous appuyer de par leur expertise, de par leurs moyens, puisque l'école en a besoin pour quand même pouvoir gérer. Parce que c'est l'école de la communauté aussi. C'est ça, mais nous rendons compte, même si nous convoquons ici une réunion, on ne peut pas remplir une salle de classe et ce n'est pas normal. Donc c'est pas normal. Donc les parents doivent savoir que l'école aussi doit faire partie donc, du calendrier. Mais d'habitude, nous peinons à aller voir ici à l'école. Donc ça aussi, nous lançons un appel à toute la communauté pour que nous puissions venir réfléchir pour le devenir de nos élèves. Donc je voudrais aussi terminer donc, pour lancer un appel aux élèves aussi. Ces élèves-là qui, tout l'espoir de la nation, c'est sur ces élèves-là qu'il y ait de la discipline. Parce que ce que nous voyons de plus en plus aussi, la difficulté que nous voyons, c'est la citoyenneté.
c'est un peu aussi, c'est pas très bien respecté par ces élèves-là. Et je pense que l'éducation, ça commence au niveau de la maison. L'école ne fait que compléter. Mais si il n'y a pas des choses installées au niveau de la maison, c'est difficile pour nous, au niveau de l'établissement, pour pouvoir le faire. De faire le travail. Donc nous demandons aux parents donc vraiment de nous aider dans l'encadrement de ces élèves. Parce que la plupart des élèves, ils viennent ici à l'école sans faire les exercices. Ça ne fait que compliquer les enseignements apprentissages. Nous leur demandons aussi de nous aider dans l'éducation de ces enfants-là. À la maison. On espère que l'appel est entendu de part et d'autre, aussi bien au niveau des élèves, des enseignants, des syndicats et aussi du gouvernement. C'est ça. Donc, merci beaucoup, principal, de nous avoir accueillis chez vous. Et nous reviendrons peut-être en fin d'année pour voir comment ça a évolué. D'accord, donc, merci. À vous aussi, chers téléspectateurs, nous disons merci. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire. Merci beaucoup.